Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Aujourd'hui, on a un épisode un peu différent. Si on se souvient, on avait déjà reçu notre collègue Paul Deschênes pour qu'il nous parle de sa participation comme conférencier à un colloque en Ontario. On remet ça aujourd'hui parce que Paul, il a récidivé, mais cette fois-ci à l'île du Prince-Édouard. Donc, il va nous raconter son petit voyage. Mais notre véritable invité aujourd'hui, c'est Marie-Josée Garand. C'est une agente de développement en culture pérenne et en culture biologique de cette province que Paul a rencontré lors de cet événement, puis qui va venir nous parler de l'agriculture dans son coin de pays, puis en même temps de nous présenter quelques aspects en lien avec la gestion de l'eau. J'en profite donc pour accueillir mon co-animateur pour l'épisode d'aujourd'hui. Salut Paul, comment ça va? Salut, ça va super bien. Comme je disais, t'es allé donner une conférence à l'île du Prince-Édouard récemment. Peux-tu nous raconter ça un peu? Ben ouais, ça va me faire plaisir. On se rappelle tout le monde là, que l'été passé au Québec, ça a été difficile, là, les conditions météo, ça a provoqué des manques d'eau pour les cultures agricoles un peu partout sur notre territoire. Mais on n'a pas été les seuls là, au pays à vivre des conditions difficiles de cette nature-là. Les producteurs de la province de l'île du Prince-Édouard ont vécu des problématiques similaires, là, je dirais. Fait que les besoins d'approvisionnement en eau puis l'intérêt envers les systèmes d'irrigation ont bondi là, chez ces producteurs-là à l'île du Prince-Édouard. Puis cette situation-là, ça a motivé le gouvernement à communiquer de l'information sur ces sujets à ses producteurs sous forme d'une journée de conférence en décembre dernier. Donc j'ai été contacté à l'automne par un employé du ministère de l'Agriculture de l'île du Prince-Édouard pour participer comme conférencier à cette journée-là. Puis plus précisément à parler de suivi puis d'efficacité d'utilisation de l'eau avec les systèmes d'irrigation goutte à goutte, spécifiquement. Parfait, ça devait être le fun. C'est quand même agréable de pouvoir voyager un peu là, dans le cadre de ses fonctions. Puis lors de cette journée, tu as fait la connaissance d'une conseillère, si je peux dire, ou une agente de développement, là, comme je le disais tantôt, au ministère de l'Agriculture à l'île du Prince-Édouard. Puis elle a pu assister là, à la conférence. Donc ça nous a donné le goût de la rencontrer dans le cadre de notre balado. Puis pour en apprendre un peu plus là, sur le contexte agricole, là, plus précisément à l'île du Prince-Édouard, puis de connaître son rôle là, auprès des producteurs. Donc bonjour Marie-Josée. Bonjour Félix, bonjour Paul, très contente d'être ici avec vous ce matin. Parfait, merci d'être avec nous. Puis tout d'abord, là, peux-tu nous expliquer ton parcours jusqu'à ta présence à l'île du Prince-Édouard au ministère de l'Agriculture, puis aussi le rôle que tu y joues? Bon, j'ai fait mes études à Laval et à McGill en sciences du sol, en collaboration avec le Centre de recherche d'agriculture agroalimentaire de Sainte-Foy. J'ai travaillé principalement à l'époque sur la gestion du phosphore et de l'azote dans les cultures céréalières. Donc, j'ai commencé ma carrière en recherche. Et lorsque j'ai déménagé au Canada Atlantique, donc j'ai fait la grande tournée. J'ai commencé à Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et ensuite l'île du Prince-Édouard. J'ai changé un peu de track. J'ai passé de la recherche à l'extension, donc au conseil direct aux producteurs agricoles. J'ai fait un petit détour en enseignement et finalement, je suis retournée à l'agriculture à l'île du Prince-Édouard. Maintenant, ce que je fais, en fait, j'ai un peu deux chapeaux. J'en ai un qui est beaucoup plus de support au niveau de deux programmes, donc celui des cultures pérennes et celui de l'agriculture biologique. Donc, je suis un peu un Père Noël. Je rencontre mes producteurs qui ont des projets particuliers et puis je les aide à trouver du financement.
pour aller de l'avant avec leur projet. Et puis, j'ai eu encore aussi mon chapeau d'agronome, donc de remplir des fonctions, si vous voulez, d'expert dans les deux, biologiques et pérennes, en accent un peu plus sur mes points forts, là, qui sont la gestion des nutriments minéraux pour les plantes. Je me permets une petite parenthèse pour préciser. Quand tu parles, Marie-Josée, de culture pérenne, est-ce que tu fais strictement référence à des cultures fruitières, là, comme des arbres, ou est-ce que ça inclut aussi là, comme les plantes fourragères ou des prairies, ou c'est exclusivement plus petits fruits ou pommes, des trucs comme ça? Jusqu'à maintenant, parce qu'on a des gens qui sont plus spécialisés au niveau des plantes fourragères. Mon mandat, c'est vraiment les vergers. Donc, pommes, poires, les petits fruits, fraises, bleuets, principalement. Et puis, je peux avoir aussi des trucs un peu plus originaux, là, comme le houblon ou le ASCAP, des choses comme ça, là. Grosso modo, mais le gros de mon mandat, c'est sur deux, pour les cultures pérennes, là, c'est sur deux axes, les pommes et les bleuets. Pour les cultures biologiques, alors là, c'est tout. Donc, je peux faire du conseil au niveau des recommandations agronomiques, là, de fertilisation pour des plantes fourragères, comme je peux le faire pour des laitues. OK. Ben, merci pour la précision. Super intéressant. Bonne intervention, cher co-animateur Paul. Donc, Marie-Josée, quand on pense à l'agriculture de votre province, on n'y échappe pas. On pense aux pommes de terre, évidemment. Donc, peux-tu nous faire un portrait là, un peu plus complet de ce secteur en particulier chez vous? C'est vrai. Pommes de terre, c'est notre flagship, notre principale production. Ça représente à peu près entre 20 et 25% de toute la production canadienne. Mais il faut comprendre que on a une loi provinciale ici qui fait que on a une rotation obligatoire en pommes de terre. Donc, on peut seulement avoir des pommes de terre une année sur 3. Okay. Donc, on a également, bien sûr, une rotation typique, ça va être une céréale, comme l'orge, suivie d'une plante de plante fourragère, donc de prairie. Et c'est seulement après ces 2 ans-là qu'on peut faire un retour sur de la pomme de terre. Et il y a des producteurs, en fait, là, qui vont sur des rotations qui sont plus longues. Puis on le fait pour une raison de santé des sols, pour permettre à la matière organique de s'accumuler, d'être moins dégradée. Puis en fait, ça a un impact sur la rétention en eau de nos sols. Parce que les sols de l'île sont en général assez sableux. Donc la matière organique, c'est l'éponge qui retient un peu plus d'eau dans notre sol. Les autres productions qu'on a, on a quand même un bon secteur laitier. On a un peu de bovin de boucherie, on a de l'agneau. Et bien sûr, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est que on cherche à diversifier notre agriculture, surtout au niveau de qu'est-ce qu'on peut exporter, de qu'est-ce qu'on peut vendre en dehors de l'île. Donc, on a eu une augmentation, je dirais, dans les 15-20 dernières années au niveau des vergers de pommes, et la même chose au niveau des bleuetières. Donc ça donne peut-être une petite idée. On a aussi dans la dernière année un groupe de producteurs qui veut vraiment développer la framboise en champ. Et ça, encore une fois, c'est pour viser les marchés d'exportation, puis on a eu des ouvertures au niveau des marchés asiatiques, là, ce qui est très encourageant. Donc, je sais pas si ça vous donne... on a à peu près, juste une petite parenthèse, là. Au niveau des producteurs, on a à peu près, je dirais, 1100 fermes sur toute l'île. Et quand Paul est venu durant la conférence, là, il y avait au-delà de 250 producteurs. Je dirais pas que c'est un exploit, là, mais presque. Ça ressemblait à l'équivalent d'un concert rock à Lille. Donc, c'est pour dire comment, le sujet dû à la sécheresse qu'on a rencontré cet été, là, c'est devenu un sujet très chaud
Ben, parlons-en là, justement de cette sécheresse. Là. J'ai envie qu'on parle un peu de la dernière saison, particulièrement lors de la sécheresse. Puis ça a probablement amené là, davantage de producteurs là, à réfléchir à de nouvelles stratégies pour répondre aux besoins en eau de leur culture, j'imagine. Nous, on a été également, en fait, tout le Canada atlantique a été très touché par la sécheresse. Sur l'île, un peu moins qu'en Nouvelle-Écosse, mais on a des fermiers, surtout du côté de l'est de l'île, qui ont rapporté 75 jours sans précipitation. Donc, des gens qui normalement retardent l'implantation en culture pérenne, tes coûts à l'établissement sont vraiment très élevés. OK, dès le départ, parce que tu mets tous tes arbres. Les gens essaient de diminuer les coûts la première année d'implantation en retardant l'installation, par exemple, de treillis ou l'installation de leur irrigation. Cette année, on a des gens qui avaient des applications plus fréquemment là avec OK, cette année, je niaise pas, même à l'établissement, j'installe mon système d'irrigation. Et on a eu des producteurs qui normalement ont pas de problème, qui ont des vergers qui sont déjà établis, qui ont dit non, là tu sais, on joue plus avec le feu ou avec la sécheresse. On veut un système d'irrigation dans nos productions. Un des problèmes que tu as avec les cultures pérennes comme le bleuet ou la pomme, cette année, les rendements ont pas été si mauvais que ça. On a quand même quelques petites anecdotes dans les bleuetières là, qui ont eu de la difficulté, mais ceux qui ont récolté un peu plus tôt ont quand même eu des rendements décents. En pommes de terre, on a eu des bons rendements. Qui est l'inquiétude, c'est que tes bourgeons floraux, qui bien sûr déterminent ta production l'année suivante, sont influencés par des conditions de stress que tu as l'année d'avant. Donc, là où sont, comme je te dis, beaucoup d'inquiétudes, c'est quels vont être mes rendements l'année prochaine. On a eu des producteurs de bleuets qui ont dit on a peut-être un cinquième ou un tiers des bourgeons floraux qu'on peut habituellement observer là vers la fin d'août. Là. Donc, comme je dis, c'est passé de l'irrigation c'est bien à l'irrigation c'est nécessaire. On a même eu les producteurs. Quand on parle de production de bleuets, on a vraiment deux types de cultures. On a les bleuetières en corymbe et les bleuetières sauvages. Les plantations de bleuets en corymbe, eux, pratiquement automatiquement, les producteurs qu'on a vont mettre l'irrigation à l'établissement. Les bleuetières sauvages, non, parce que le coût d'une irrigation en vaut pas la peine économiquement. Mais même à ça, comme je disais, on a eu des demandes de certaines bleuetières là, de bleuets nains qui ont tapé à la porte. Est-ce que c'est pensable d'avoir un système d'irrigation? Là? Ça serait quoi les principales préoccupations là, que vous entendez de la part des producteurs qui envisageraient là, une transition vers un système comme l'irrigation goutte à goutte? Le goutte à goutte, c'est vraiment ce qui intéresse le plus les producteurs parce que c'est efficace. L'eau, ça va exactement où la plante en a besoin. Puis contrairement à l'aspersion qui vient à l'aspersion foliaire, tu as une réduction des maladies. Puis pour des producteurs bio, ça c'est vraiment intéressant parce que ils ont moins d'outils dans leur boîte à outils pour gérer les maladies. Encore une fois, l'autre élément, ça peut être aussi la source d'énergie pour faire fonctionner le système d'irrigation. Si ton verger est un peu plus près de la maison, c'est un peu plus facile, mais pour des champs qui sont plus éloignés, il faut que tu considères d'utiliser un générateur et du diesel. Et puis ça, les coûts peuvent monter assez vite. J'ai quelques producteurs qui considèrent le solaire, mais je dirais que il y a encore des questions si le solaire fonctionnerait
suffisamment pour la grandeur des vergers qu'on a, là. Les coûts, bien sûr, c'est aussi un gros facteur. Surtout que on a plusieurs des gens qui s'en vont vers des productions pérennes qui sont qui démarrent en agriculture. OK? Ils disent, on va partir un verger de quelques hectares. Alors là, le coût d'installation devient une grosse considération. Alors que pour des vergers qui sont plus anciens, qui sont plus établis, qui ont des revenus plus importants, là, c'est un peu plus facile. Il y a aussi la courbe d'apprentissage. OK. Quand est-ce que je vais irriguer? Combien de temps je vais faire fonctionner mon système? Comment je vais surveiller ça, l'humidité du sol? Puis ça, c'est une compétence qui est différente d'une gestion de verger sans irrigation. Je dirais ça, c'est les principales choses là, qui me viennent en tête, là. Ben, je me permets de reprendre la balle au bon. Puis c'est bien que tu termines ta réponse en parlant justement de gestion de l'irrigation, parce que c'est là-dessus que je veux m'enligner dans la prochaine question que je vais te poser. Parce qu'en fait, quand je suis venu donner la conférence en décembre dernier, j'ai abordé quand même une bonne partie de ma conférence portait justement sur la gestion de l'irrigation, sur l'utilisation d'outils d'aide à la décision, là, comme à savoir quand est-ce qu'on déclenche l'irrigation, combien de temps, combien d'eau, un peu comme ce que tu viens d'amener comme considération. Puis tu sais, j'ai eu la chance de jaser un petit peu avec quelques producteurs après avoir fait la conférence. Puis il y en avait quelques-uns qui semblaient utiliser des sondes de teneur en eau ou différents outils connectés, des choses comme ça, mais ça semblait pas être la grande majorité, là, loin de là. Donc, est-ce que l'utilisation d'outils comme ça, comme des tensiomètres, des sondes de teneur en eau, ou même différentes stations météorologiques là, qui peuvent donner des informations comme du bilan hydrique avec l'évapotranspiration, c'est-tu des choses qui existent? C'est-tu répandu sur l'île? Ben, parce que c'est pas encore très, très répandu. Comme j'ai dit, la façon dont l'eau est gérée, même par en tout cas les producteurs avec qui je travaille, c'est intuitif. OK, je pense que mes plantes ont eu assez d'eau. On n'a pas encore un réseau de stations météo et on n'a pas de producteurs vraiment dans mes producteurs qui utilisent des stations météo. Mais ça, c'est un élément qu'on est en train de pousser très, très fort pour une autre conjecture que la sécheresse. L'année dernière, on a eu pour la première fois des cas de feu bactérien, qui est si tu veux perdre ton verger rapidement, là, le feu bactérien, c'est une bonne façon de le faire. Et donc, ça a amené à penser, on doit faire une gestion intégrée plus pointue pour les maladies et les insectes. Et ça te prend une station météo pour faire ça. Et le système qu'on essaie de pousser, c'est aussi un système où, une fois que tu as ta station météo, tu peux également ajouter des sondes. Il y a toute une éducation à faire, okay, auprès des producteurs sur comment les utiliser, comment la courbe technique est quand même assez à pic, là, si tu n'as jamais fait ça. Éventuellement, on espère se rendre là. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est une question c'est intimidant. Déjà, les stations météo, c'est pas, il faut comment je ferais ça? Les introduire à ça, rajouter par-dessus encore là, une pile d'éléments techniques là, ça va se faire tranquillement, mais c'est carrément, je dirais, le gros... t'as les coûts, mais t'as comment je vais les utiliser, c'est quoi que ces lectures-là me disent, et ainsi de suite. Ouais, c'est bon. Ben, tu sais, on voit un peu quelque chose de similaire, tu sais, de notre côté, chez nous, tu sais, oui, il y a peut-être un petit peu plus d'utilisation de notre côté, tu sais, de stations météo, de tensiomètres, de sondes de teneur en eau, mais tu sais, on fait toujours de la diffusion d'informations, des rencontres de sensibilisation avec des producteurs pour leur
montrer les avantages d'utiliser ces outils-là. Puis tu sais, notre équipe travaille là-dessus depuis une bonne quinzaine d'années, même un petit peu plus. Puis tu sais, on répète souvent les mêmes trucs, mais je veux dire, faut pas lâcher. Là. On est là pour essayer que les producteurs aient des outils performants dans leurs mains pour les aider justement à leur gestion d'irrigation. Puis ça m'amène à une autre question en fait. Tu sais, tu parles de la courbe d'apprentissage qui peut être un peu rebutante ou un peu intimidante pour des personnes sur une entreprise agricole parce qu'ils ont plein d'autres trucs à gérer, ils n'ont pas juste l'irrigation nécessairement. Est-ce que des gens présents, tu sais, qui peuvent aider ou accompagner les producteurs dans cette utilisation-là d'outils, de tensiomètres, de stations météo, ou sont un petit peu laissés à eux-mêmes dans l'apprentissage de ces nouvelles technologies-là? Ben, au niveau du ministère de l'Agriculture, on a quand même quelques ingénieurs civils qui peuvent aider, mais ils sont au service de l'ensemble de la communauté agricole. Ils sont pas dédiés à ça c'est on le fait pour les bleuetières, on le fait pour les pommes. On a des bons distributeurs. Donc eux en termes de dimensionnement du système, ils sont vraiment bons, mais on n'a pas vraiment, comme je dis, une ressource dédiée, une expertise sur l'irrigation là, spécialisée en plus au niveau de l'irrigation goutte à goutte et comment on fait fonctionner ça là avec tout un système de sondes, de tensiomètres et ainsi de suite là. Donc effectivement là, il y a quand même un peu d'aide, mais pas suffisamment par rapport à ce que la demande pourrait être, là. Fait que j'imagine qu'avec les conditions de sécheresse de l'année dernière, ça a dû jaser entre les conseillers du ministère puis leurs producteurs et ça a dû jaser irrigation quand même pas mal dans ces conditions un peu problématiques là. J'imagine que les discussions devaient vous deviez peut-être vous gratter la tête un peu pour essayer justement de trouver des solutions à cette problématique là. Oui, on a eu plusieurs questions sur la faisabilité de différents types de systèmes. Est-ce que je peux le faire au solaire? Est-ce que ça a l'allure d'utiliser un système d'aspersion? Comment ça pourrait coûter? Effectivement, là, la liste de comment je fais ça? De questions était et le nombre de personnes qui ont soumis des demandes pour de l'irrigation était beaucoup plus intense que dans les années précédentes là. Ouais, j'imagine. Puis j'ai une petite dernière question avant que je remette le micro à Félix. Comme vous comme agente de développement ou comme conseillère là, comment dans les producteurs que vous suivez, comment l'accompagnement se fait comment en fait là au niveau de la gestion de l'irrigation là, dans les cultures pérennes ou les cultures biologiques? Ben moi comment je fonctionne, c'est je rencontre le producteur, j'évalue au mieux ses besoins. Et puis ensuite, quand on a besoin d'un peu plus d'informations, je le réfère à mes collègues ingénieurs. Mais ma partie la plus importante, c'est que je les aide à avoir du financement pour, en fait, acheter des systèmes d'irrigation. Donc, il faut que tu montes une demande de fonds. Donc, je les dirige du mieux que je peux là-dessus. J'essaie de les référer à, comme je dis, des distributeurs qui sont fiables, qui ont une bonne réputation. Et puis, on a poussé beaucoup auprès des producteurs de fruitiers et de bleuetières pour investir au niveau d'une station météo, au niveau de stations météorologiques. Là. Mais au niveau du conseil technique, là, c'est pas mon. Je dirais, on n'a pas encore vraiment là quelqu'un au ministère qui est vraiment très pointu, là, surtout au niveau de la partie là. Suivi avec des sondes. Là. C'est bon, je comprends.
Je me permets un dernier petit commentaire avant de laisser à Félix. Là. On en a parlé un petit peu en début. L'événement de décembre dernier, tu disais il y a un peu plus de 1100 entreprises agricoles sur l'île, puis de voir qu'il y avait au-dessus de 250 participants à cet événement-là. Ça démontre vraiment, moi personnellement j'ai trouvé ça super motivant, puis de voir que tout un milieu se mobilise pour en apprendre davantage sur une situation qui touche tout ce domaine-là. J'ai trouvé ça super de voir ça. Donc j'ai l'impression que ça va il y a juste vous avez des beaux défis devant vous, mais de voir l'intérêt des producteurs puis du domaine, ben ça augure bien, je trouve là, de mon point de vue là. Ça a ramené d'un point de vue un petit peu plus personnel, moi ce que je trouve c'est que ça a ramené ça a toujours été présent là. Mais un gros intérêt au niveau de la santé des sols et de ta capacité de ton sol de retenir de l'eau en conjonction avec ton système d'irrigation. Là. Mais oui, non, en fait, tout le monde a été au département, tout le monde a été surpris de combien de producteurs là, ont assisté à l'événement. Là. Super. Avec toutes ces informations, je pense qu'on peut maintenant dire qu'on en connaît un peu plus là, sur l'agriculture à l'île du Prince-Édouard. Donc, on a hâte au prochain voyage de Paul. Je veux remercier grandement aussi notre invitée Marie-Josée Garand pour sa participation à l'épisode d'aujourd'hui. Merci à Paul, mon co-animateur, puis merci à vous, chers auditeurs, puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit.